Je n'aurais jamais imaginé que cette tasse de café serait la goutte d'eau qui m'amènerait à me méfier de mon propre sang. Ce matin-là, tandis que les premiers rayons de soleil traversèrent la fenêtre de la cuisine du domaine des Tilleuls, j'ai senti un goût amer inhabituel, mais j'ai avalé sans me plaindre. Après tout, André, mon petit frère, l'avait préparé avec tant de tendresse. Quelques minutes plus tard, les vertiges ont commencé. Ma vision s'est troublée, et quand je suis tombée au sol, la dernière chose que j'ai vue, c'était lui debout dans l'embrasure, observant, sans bouger le petit doigt pour m'aider. Si vous commencez à regarder cette histoire maintenant, laissez s'il vous plaît un pouce bleu pour qu'elle atteigne plus de personnes. Peut-être pourrons-nous ainsi éviter que d'autres personnes âgées souffrent de la cupidité de leur propre famille, comme cela m'est arrivé. Je m'appelle Madeleine Dubois, Madame Madeleine pour tous ici à Sancerre. J'ai 74 ans, je suis veuve de Jacques depuis 12 ans et mère de 2 enfants qui vivent loin, Philippe au Canada et Sylvie à Paris. Qui me voit aujourd'hui, une dame aux cheveux blancs assise sous la tonnelle de ma maison modeste au village, n'imagine pas que je suis encore propriétaire de l'un des domaines viticoles les plus prospères de la région, ni l'enfer que j'ai vécu entre les mains de mon propre frère. Le domaine des Tilleuls n'était pas seulement de la terre et des vignes, c'était la sueur de mon mari qui se levait avant l'aurore et ne rentrait que lorsque la lune était déjà haute. C'était le travail de mes mains qui, pendant 45 ans, ont produit le fromage de chèvre le plus primé de la Loire. C'était notre héritage pour les enfants et petits-enfants, même s'ils ont choisi des chemins loin d'ici. Mon grand-père a acheté ces terres en 1920, après la Grande Guerre. C'était un Auvergnat têtu qui est arrivé avec rien, juste les vêtements sur le dos et des rêves plus grands que les montagnes qu'il avait quittées. Le domaine est passé à mon père, puis à moi et Jacques. André, mon petit frère, a toujours été jaloux. Quand nos parents sont morts, il a reçu sa part en argent qu'il a dilapidé aux courses et dans les casinos, pendant que Jacques et moi nous acharnions à faire prospérer le domaine. Nous vivions bien, en paix. Jacques était un homme juste, respecté dans tout le canton. Tout le monde l'appelait Maître Jacques, non par le titre qu'il n'avait jamais eu, mais par le respect qu'il inspirait. Nous avons élevé nos enfants avec amour et de solides valeurs, même si tous les deux ont préféré étudier à Paris, puis suivre leur vie loin d'ici. Quand Jacques est mort d'un infarctus en 2010, c'était comme si on m'arrachait la moitié de moi-même. Mais j'ai continué, comme il aurait voulu que je le fasse. J'ai géré le domaine seul pendant 8 ans, sans jamais laisser manquer quoi que ce soit. Les vignes étaient toujours parfaitement taillées, le vin de la meilleure qualité, les ouvriers satisfaits. Et ainsi cela aurait continué si André n'était pas revenu. Il est apparu un après-midi de 2018, maigre, vieilli, avec cette odeur de cigarette bon marché qui ne l'avait jamais quitté. Il a dit qu'il avait tout perdu à Lyon, qu'il était malade du cœur et avait besoin d'un endroit où rester. Juste le temps de me remettre, Mado, a-t-il supplié avec ses yeux qui, depuis l'enfance, savaient obtenir ce qu'il voulait. J'ai toujours été femme de parole et de cœur tendre. J'ai ouvert les portes du domaine pour lui, comme nos parents l'auraient fait. Je lui ai donné la meilleure chambre de la maison, les bien nourris, acheté des médicaments. Au début, André semblait sincèrement reconnaissant. Il aidait aux petites tâches, racontait des histoires pour me faire rire, écoutait mes souvenirs de Jacques avec un intérêt apparent. Puis, petit à petit, les choses ont commencé à changer. D'abord, ce furent les plantes de mon potager. Elles sont mortes une à une, sans explication. Ensuite, Médor, mon chien bâtard qui me suivait partout depuis 14 ans. J'ai trouvé le pauvre tordu de douleur près du chai. Le vétérinaire a dit que cela ressemblait à un empoisonnement, mais qui ferait une méchanceté pareille? Il a dû manger un rat empoisonné, a dit André en haussant les épaules. Ces choses arrivent à la campagne. Ensuite, André a commencé à insister pour préparer mes repas. Tu as assez travaillé dans ta vie, Mado. Laisse-moi m'occuper du petit déjeuner, du dîner.
C'est le minimum que je puisse faire pour te remercier de ta bonté. » Et, sotte que j'étais, j'ai accepté. C'est alors que les symptômes ont commencé. Au début, c'était de légers vertiges, des fourmillements dans les mains, des maux de tête qui allaient et venaient, puis des tremblements, des vomissements occasionnels, une faiblesse qui semblait me consumer de l'intérieur. Les mauvais jours, j'avais des trous de mémoire, une confusion mentale. Je n'arrivais plus à me souvenir du nom d'employé qui travaillait avec nous depuis des décennies. J'ai consulté plusieurs fois le médecin du village. Docteur Moreau, vieux ami de la famille, prescrivait des vitamines, des tranquillisants légers, des médicaments pour la tension. « C'est l'âge, Madame Madeleine, » disait-il avec de la pitié dans les yeux. « Vous devez vous ménager davantage, vous reposer plus. » Mais comment se reposer quand mon corps semblait se rebeller contre moi? Comment accepter que ce soit juste l'âge, quand j'avais toujours été solide comme un chêne, travaillant du matin au soir, sans jamais tomber malade? André m'accompagnait à chaque consultation, toujours prévenant, toujours attentif. « Je m'inquiète pour ma sœur, docteur, » disait-il, la voix pleine de fausses préoccupations. « Parfois elle est confuse, oublie où elle met les choses, parle toute seule. Et c'est ainsi que, petit à petit, mon propre frère a construit l'image d'une vieille sénile, incapable de gérer ses propres affaires. Les employés les plus anciens ont commencé à être remplacés par de nouvelles personnes, recommandées par lui. Henri est trop vieux pour les gros travaux, justifiait-il. Marguerite vole dans l'épicerie, mieux vaut s'en débarrasser. Et moi, chaque jour plus faible, plus confuse, j'acquiesçais simplement. La grande chute s'est produite 1 an après l'arrivée d'André. Je marchais dans le couloir vers la cuisine quand mes jambes ont simplement cédé. J'ai heurté la hanche sur le carrelage froid et j'ai crié de douleur. André a tardé à apparaître, bien qu'il fût dans la pièce d'à côté. À l'hôpital, j'ai découvert que je m'étais fracturé le fémur. L'opération fut longue, la récupération pire encore. Je suis resté alité pendant des mois, dépendant totalement d'André pour tout. C'est à cette période qu'il a commencé à parler ouvertement de l'avenir du domaine. « Mado, » disait-il, en m'aidant pour le déjeuner, « as-tu déjà pensé à faire un testament? Ce n'est pas bon de laisser les choses mal réglées. »« Un testament ?» me suis-je étonné. « Mais j'ai mes enfants. Le domaine leur reviendra naturellement. »« Tes enfants ?» a-t-il ri sans humour. « Ceux qui appellent ta peine, qui ne sont même pas venus quand tu t'es cassé la jambe. Ils se fichent du domaine, Mado. Ils le vendront dès qu'ils le pourront au premier qui offrira de l'argent. » Ces paroles faisaient mal parce qu'elles contenaient un fond de vérité. Philippe et Sylvie appelaient rarement. Ils ne sont pas venus quand je me suis cassé la jambe parce que André leur a dit que ce n'était pas nécessaire, que tout était sous contrôle. Du moins, c'est ce qu'il m'a raconté. « Moi je suis là, Mado, » a continué André, la voix douce comme celle d'un serpent prêt à frapper. « Je m'occupe de toi, du domaine. Je sais combien cet endroit signifie pour la famille. Je ne vendrai jamais. » Je n'ai pas répondu. Quelque chose au fond de mon esprit embrumé a commencé à allumer des signaux d'alarme. Si cette histoire vous touche le cœur, partagez-la s'il vous plaît pour qu'elle atteigne plus de personnes. Beaucoup de personnes âgées souffrent en silence de situations d'abus et de manipulation. Votre pouce bleu et votre partage peuvent aider à sauver des vies réelles. Les choses ont empiré drastiquement après ma récupération de la fracture. De plus en plus faible, de plus en plus confuse. Il y avait des matins où je ne reconnaissais pas ma propre chambre, des après-midi où je regardais une photographie de Jacques sans arriver à me souvenir de son nom. Les médecins parlaient maintenant de démence précoce, d'Alzheimer, Dieu sait quoi. André est allé plus loin. Un jour, il est arrivé avec des papiers d'internement pour une maison de retraite à Orléans. « C'est pour ton bien, Mado » a-t-il dit, les yeux sans montrer la moindre émotion. « Là-bas, ils pourront s'occuper de toi mieux que moi. » C'est ce jour-là que j'ai reçu une visite inattendue. Marguerite, la cuisinière qu'André avait renvoyée,
est apparue quand il était au village. Elle est entrée par la porte de derrière, comme quelqu'un qui craint d'être découvert. « Madame Madeleine, a-t-elle dit à voix basse, tenant mes mains, vous n'êtes pas en train de devenir folle. Il se passe quelque chose de louche ici. » Je l'ai regardée sans comprendre. Marguerite avait travaillé au domaine pendant plus de 20 ans. Elle connaissait chaque recoin de la maison, chacune de mes habitudes. « Vous souvenez-vous de Monsieur Bertrand, du domaine voisin ?» a-t-elle continué, regardant nerveusement vers la porte. « Celui qui est mort l'année dernière, sa nièce a été arrêtée. Elle mettait du mort au rat dans son café, chaque jour un petit peu. Elle voulait récupérer les terres. » J'ai senti un frisson parcourir mon épine dorsale. Les vertiges après le café du matin, les tremblements après le thé de l'après-midi, toujours servis par André. « Vous avez commencé à aller plus mal après le retour de votre frère, n'est-ce pas ?» a insisté Marguerite. « Et vous allez toujours plus mal après avoir mangé ou bu quelque chose qu'il prépare. » C'était comme si un brouillard se dissipait dans mon esprit. Comment n'avais-je pas remarqué? Comment avais-je pu être si aveugle, si naïve? « Que puis-je faire, Marguerite ?» ai-je demandé, la voix tremblante de peur, et pour la première fois depuis longtemps, de colère aussi. Henri, l'ancien chef de culture, est encore au village. Il a un neveu qui travaille dans les systèmes de sécurité. Des caméras petites, de celles que personne ne remarque, a-t-elle expliqué. Vous avez besoin de preuves, Madame Madeleine, sinon personne ne vous croira. Après le départ de Marguerite, je suis restée assise sous la tonnelle pendant des heures, observant les vignes à l'horizon, pensant à tout ce que nous avions construit là, Jacques et moi. Notre sueur, notre amour, notre héritage. Et mon propre frère essayant de m'empoisonner lentement pour tout prendre. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de boire le thé qu'André m'a apporté. J'ai attendu qu'il se retire et j'ai tout jeté dans les toilettes. J'ai fait la même chose le matin suivant avec le café. C'était difficile. L'habitude de décennies me faisait désirer cette tasse fumante, mais la peur était plus forte. Les jours suivants, j'ai évité au maximum de manger ou boire quoi que ce soit qu'il préparait. Je cachais la nourriture, la jetais quand il ne regardait pas, faisais semblant d'avaler les comprimés qu'il m'apportait. En une semaine, je sentais déjà la différence. La tête plus claire, les mains moins tremblantes, et avec l'esprit plus lucide, est venue la détermination. J'ai contacté Henri en utilisant un vieux téléphone que nous gardions encore dans la cave. André ne connaissait même pas son existence. Le plan a été tracé dans le plus grand secret. Quand j'ai réussi à parler à Henri, il a à peine reconnu ma voix. « Madame Madeleine, vous-même » a-t-il demandé, incrédule. « On m'a dit que vous ne parliez plus de façon cohérente. »« Je vais mieux, Henri, » ai-je répondu. « Mais j'ai besoin de votre aide d'urgence. C'est une question de vie ou de mort. » Henri n'a pas hésité. En 2 jours, il avait un plan. Sa petite fille, Camille, étudiante en soins infirmiers, pourrait faire semblant d'être d'un programme de visite aux personnes âgées de la paroisse. Elle est intelligente, Madame Madeleine. Elle saura quoi faire. Ce qui vient après cette histoire va surprendre même ceux qui pensent connaître les abîmes de la cupidité humaine. J'ai besoin de votre aide pour dénoncer ces crimes contre les personnes âgées qui se produisent silencieusement dans tant de foyers français. Continuez à regarder. Votre attention peut aider à sauver une vie. Camille est apparue au domaine 3 jours plus tard. Une jeune fille jolie, d'une 20aine d'années, avec un sourire doux et des yeux attentifs qui ne correspondaient pas à l'ingénuité apparente. Elle est arrivée avec une Bible à la main et un bouquet de fleurs des champs, se présentant comme bénévole de la pastorale des personnes âgées. André l'a reçue avec méfiance, comme il le faisait avec toute personne qui pourrait briser l'isolement qu'il m'avait imposé. Il est resté dans le salon pendant toute la première visite, observant chaque mot, chaque geste. Le programme est hebdomadaire, a expliqué Camille avec naturel. Nous visitons les personnes âgées qui habitent loin du village, nous apportons un peu de compagnie, la parole de Dieu, une attention à la santé. Ma sœur n'a pas besoin de ça, a dit André sèchement. Elle m'a, moi.
Bien sûr, monsieur André, a répondu Camille sans perdre son sourire. Mais monsieur le curé m'a demandé spécialement d'inclure madame Madeleine. Vous savez comment c'est. Il était très ami avec maître Jacques. C'est la mention de mon défunt mari qui a finalement fait céder André. Refuser aurait pu générer des commentaires au village, et la dernière chose qu'il voulait était d'attirer l'attention sur ce qui se passait au domaine. D'accord, a-t-il accepté à contre-cœur. Mais seulement 1 heure par semaine. Ma sœur se fatigue facilement. Après qu'André a quitté le salon, Camille s'est approchée de moi et a chuchoté. Papy Henri m'a tout raconté. Nous allons vous aider. Ces mots m'ont donné un espoir que je ne ressentais plus depuis des mois. Finalement, quelqu'un me croyait. Finalement, je n'étais plus seule dans cette bataille silencieuse. La semaine suivante, Camille est revenue avec ce qu'elle a appelé des petits cadeaux. Une horloge murale pour la cuisine, un nouveau cadre photo pour le salon, une boîte à musique pour ma chambre. André a tout inspecté, comme il le faisait toujours, mais n'a rien remarqué de suspect. Comment aurait-il pu? Les caméras étaient minuscules, cachées dans de petites cavités des objets. Une technologie qu'un homme de sa génération comprenait à peine. « Cette fille est très pieuse », a-t-il commenté après le départ de Camille. « Mais je pense que ça te fait du bien d'avoir de la compagnie, Mado. » Ce qu'André ne savait pas, c'est que ces petits cadeaux étaient nos yeux, enregistrant chacun de ses mouvements quand il pensait que personne ne regardait. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre et espérer qu'il se montre négligent, que la preuve dont nous avions besoin soit capturée. L'attente fut angoissante. 1 semaine s'est transformée en 2, puis en 3. J'ai continué à faire semblant de prendre la nourriture et les médicaments qu'André préparait, les jetant toujours quand il n'était pas dans les parages. Mon esprit devenait plus clair chaque jour, mais je devais continuer à feindre la confusion et la faiblesse. C'était un rôle épuisant, mais nécessaire. André, de son côté, devenait de plus en plus impatient. Il ne comprenait pas pourquoi, même avec des doses de plus en plus importantes de poison, comme nous l'avons découvert plus tard, je n'empirais pas à la vitesse qu'il espérait. Il a commencé à faire plus d'appels suspects, parlant toujours à voix basse, s'assurant toujours que je n'étais pas dans les parages, ou du moins, que j'étais apparemment endormie ou trop confuse pour comprendre. Ça prend trop de temps, je l'ai entendu dire une nuit au téléphone. Le médecin a déjà signé les certificats d'incapacité mentale. Il faut finaliser le transfert tant qu'elle est encore vivante, sinon les enfants vont contester. Mon sang s'est glacé en entendant cela. Ce n'était pas seulement le domaine qu'André voulait. C'étaient les comptes bancaires, les investissements que Jacques et moi avions faits au cours de notre vie. C'était tout. Le jour suivant, pendant la visite de Camille, nous avons réussi à échanger quelques mots en privé quand André est sorti pour répondre à un appel. « Il faut accélérer », ai-je chuchoté serrant sa main. « Il a déjà des documents falsifiés, il va essayer de m'interner de force. » Camille a serré ma main en retour, les yeux déterminés. « Nous allons l'attraper ce week-end. Papy Henri sera prêt à emmener les images à la gendarmerie dès que nous aurons une preuve concrète. » C'est cette nuit-là même qu'André est entré dans ma chambre avec un verre de lait chaud. Ce n'était pas habituel. Normalement, il laissait le plateau dans la cuisine et m'appelait pour aller le chercher. Ce changement dans la routine m'a mise en alerte. « J'ai décidé de vous l'apporter personnellement », a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Il fait froid aujourd'hui. J'ai pensé qu'un lait chaud vous ferait du bien. » J'ai remercié. J'ai pris le verre de main tremblante. Cette fois, le tremblement était réel, de pure peur. André est resté là, m'observant. « Vous n'allez pas le boire ?» a-t-il demandé après quelques secondes. « Il est encore très chaud, » ai-je répondu. « Je vais attendre qu'il refroidisse un peu. »« Buvez pendant qu'il est chaud, Mado, c'est meilleur. » Son insistance ne faisait que confirmer mes soupçons. Il y avait quelque chose dans ce lait, quelque chose d'assez fort pour m'achever définitivement. En fait, ai-je dit, cherchant une excuse, j'ai l'estomac un peu barbouillé. Je vais le garder pour plus tard. Le visage d'André s'est durci. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, de la colère, de la frustration, peut-être même de la haine. Un moment, j'ai eu peur qu'il essaie de me forcer à boire.
Comme vous voulez, a-t-il dit finalement, se tournant pour partir. Mais buvez-le avant de vous coucher. Le médecin a dit que ça aiderait avec la confusion. Dès qu'il est sorti, j'ai versé le lait dans la plante à côté du lit. Le lendemain, les feuilles étaient déjà jaunies. Ce samedi matin, s'est produit ce que nous attendions. André ne savait pas que j'étais sous la tonnelle, partiellement cachée par le rideau, quand il est entré dans la cuisine pour préparer mon café. L'horloge au mur, avec sa caméra cachée, avait une vue parfaite de ce qui s'est passé ensuite. André a regardé autour de lui, s'assurant qu'il était seul. Il a sorti de sa poche un petit flacon blanc, sans étiquette. Il l'a ouvert soigneusement et a versé une poudre blanche dans ma tasse. Il a bien remué, s'assurant qu'elle se dissolve complètement dans le liquide sombre. Mon cœur battait si fort que j'ai pensé qu'il pourrait l'entendre, même de l'autre côté de la maison. Enfin, nous avions la preuve. Enfin, nous pourrions mettre fin à ce cauchemar. Quand il m'a apporté le café, j'ai fait semblant de le porter à mes lèvres, mais je n'ai pas bu. J'ai attendu qu'il sorte et j'ai tout versé dans un pot. Ce serait la dernière fois qu'André tenterait de m'empoisonner. Camille est apparue cet après-midi-là, plus tôt que d'habitude, sous prétexte d'apporter des tracts de l'église. Rapidement et discrètement, elle a récupéré l'horloge de la cuisine, où se trouvait la caméra principale. Henri l'attendait au portail du domaine, dans une vieille voiture qui n'attirerait pas l'attention. « Nous allons directement à la gendarmerie », m'a-t-elle assuré avant de partir. « Demain tout sera réglé, Madame Madeleine. Tenez bon encore une nuit. » Et c'est ce que j'ai fait. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie. À chaque bruit, à chaque craquement de la vieille maison, mon cœur s'emballait. Et si André se doutait de quelque chose? Et s'il s'apercevait que les caméras avaient été retirées? Et s'il décidait d'en finir avec moi une bonne fois pour toutes, lassé de la lenteur de l'empoisonnement? J'ai mis une chaise contre la porte de ma chambre et je n'ai pas dormi une seule minute. J'ai passé les heures à prier, demandant protection, me souvenant de Jacques et de tout ce que nous avions vécu dans ce domaine. Ça ne pouvait pas finir ainsi. Ça n'allait pas finir ainsi. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez connaissent peut-être quelqu'un en situation de vulnérabilité. S'il vous plaît, ne cessez pas de regarder jusqu'à la fin. Ce que je vais partager peut aider à sauver des vies. Et si vous n'avez pas encore mis un pouce bleu, faites-le maintenant pour que ce message atteigne plus de personnes. Le matin suivant, vers 9 heures, j'ai entendu le bruit de voitures s'approcher par le chemin de terre qui mène à la maison du domaine. Beaucoup de voitures. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu 3 véhicules de gendarmerie et une voiture banalisée. Celle du capitaine Morin, que je connaissais de vue du village. André l'a entendu aussi. Il est sorti précipitamment sur la terrasse, confus par cette visite inattendue. Quand il a vu les gendarmes descendre des voitures, son visage a pâli. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé au capitaine Morin, essayant de garder son calme. « Y a-t-il un problème ?»« Monsieur André Dubois ?» a demandé officiellement le capitaine. « Oui, c'est moi. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, faux et usage de faux et escroquerie contre votre sœur, Madeleine Dubois. » Le monde a semblé s'arrêter à cet instant. André est resté figé, comme s'il ne pouvait pas traiter ce qu'il entendait. Puis en succession rapide, son visage est passé de la surprise à la colère et finalement au désespoir. « C'est absurde !» a-t-il crié, reculant vers l'intérieur de la maison. « Ma sœur est malade, confuse. Elle ne sait même plus ce qu'elle dit. » C'est alors que je suis sortie de ma chambre et me suis présentée dans le salon, droite, ferme, plus lucide que je n'avais paru depuis des mois. « Je sais parfaitement ce que je dis, André. Et les caméras ont parfaitement vu ce que tu faisais. » La mention des caméras a été comme une douche froide. André a regardé autour de lui, cherchant, comprenant enfin. La nouvelle horloge, les objets décoratifs. Son visage s'est tordu en un masque de haine. « Vieille garce !» a-t-il crié, s'élançant dans ma direction. 2 gendarmes l'ont attrapé avant qu'il puisse m'atteindre. Même ainsi, il a continué à hurler pendant qu'ils lui passèrent les menottes. Tout cela aurait dû être à moi aussi.
La moitié du domaine était censée être mienne. Toi et Jacques avez volé ma part. Le capitaine Morin s'est approché de moi pendant que les gendarmes emmenaient André dehors, criant encore des accusations insensées. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé avec gentillesse. Henri et sa petite fille nous ont montré les enregistrements hier soir. Je n'ai jamais rien vu d'aussi froid. Je vais bien maintenant, ai-je répondu, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement d'être sauvé, tristesse que ce soit mon propre frère l'auteur d'une telle cruauté. Nous aurons besoin de votre déposition officielle, a continué le capitaine. Et nous voulons aussi qu'un médecin vous examine. Si ce que nous soupçonnons est confirmé, votre frère utilisait de l'arsenic et d'autres poisons. Nous devons évaluer les dommages à votre santé. J'ai accepté tout. J'étais prête à faire tout ce qui était nécessaire pour m'assurer qu'André paie pour ce qu'il avait fait, non seulement à moi, mais à la mémoire de nos parents, à la confiance que j'avais mise en lui. Des heures plus tard, déjà à la gendarmerie, assise dans une petite pièce étouffante, j'ai regardé avec le capitaine et quelques gendarmes les images captées par les caméras. C'était surréaliste de me voir de l'extérieur, victime d'une cruauté calculée et froide. Les enregistrements montraient clairement André ajoutant des substances à ma nourriture et mes boissons à différents jours, regardant toujours autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas observé. Dans une des vidéos, particulièrement troublante, il murmurait en mettant la poudre dans mon café « Bientôt, bientôt, Mado, le domaine sera à moi, comme il aurait toujours dû l'être. » Quand les lumières se sont rallumées, le lourd silence qui s'était installé dans la pièce s'est brisé. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Des hommes adultes, des gendarmes endurcis, avec des larmes aux yeux. Le capitaine Morin, la voix étranglée, a dit ce que tous pensaient. En 30 ans de police, j'ai tout vu. Des meurtres, des vols, toutes sortes de violences. Mais jamais quelque chose d'aussi froid, d'aussi calculé contre sa propre sœur. Une dame qui n'a offert que de l'aide. C'est alors qu'un des jeunes gendarmes n'a pas pu se retenir. « Ma grand-mère a votre âge, je ne peux même pas imaginer. » Les larmes sont venues, une à une, sans honte. Des hommes formés pour être durs étaient désarmés face à cette cruauté silencieuse qui m'avait presque coûté la vie. André a été officiellement arrêté ce jour-là même. Pendant l'interrogatoire, il a d'abord tout nié. Il a dit que j'étais sénile, que j'inventais des histoires, qu'il ne faisait que s'occuper de moi. Mais quand on lui a montré les enregistrements, quand il a été confronté à la preuve indéniable de ses propres actes, il s'est effondré. Non de repentir, notez bien, mais de colère d'avoir été pris. « Elle a toujours tout eu !» a-t-il crié, perdant complètement le contrôle. « Le domaine aurait dû être à moi aussi. La moitié, au moins la moitié. » Le capitaine a juste secoué la tête avec ce regard de celui qui a déjà vu beaucoup de bassesse humaine. « Vous avez déjà reçu votre part d'héritage, n'est-ce pas? Et vous avez tout perdu. Cela ne vous donne pas le droit d'essayer de tuer votre sœur. C'est pendant les investigations que nous avons découvert l'étendue du plan d'André. Il avait falsifié ma signature sur divers documents, incluant une procuration qui lui donnait plein pouvoir en cas de mon incapacité. Il y avait un médecin à Orléans impliqué, qui avait signé de faux certificats attestant de ma démence progressive sans jamais m'avoir examiné. Et le plus choquant, un testament, supposément signé par moi, lui laissant tout en cas de ma mort. Le plan était complet, m'empoisonner lentement pour simuler une maladie dégénérative, m'interner contre ma volonté avec de faux certificats médicaux, prendre le contrôle de tous mes biens et éventuellement accélérer ma mort pour hériter officiellement de tout. Si ce n'avait été pour Marguerite, pour Henri, pour Camille, et pour un éclair de lucidité qui m'a fait me méfier, aujourd'hui, je serais morte. Et André serait en train de vivre au domaine des tilleuls, profitant du fruit du travail de toute une vie, la mienne et celle de Jacques. Pendant les jours qui ont suivi, mes enfants, Philippe et Sylvie, ont finalement su ce qui se passait. Nous avons découvert qu'André avait intercepté
tous mes appels et lettres. Quand j'avais essayé de les contacter après la chute et la fracture du fémur, il avait dit qu'il les avait prévenus et qu'ils étaient trop occupés pour venir. Quand ils appelaient inquiets, il disait que je me reposais ou que j'étais trop confuse pour répondre. Philippe a pris le premier vol du Canada dès qu'il a su. Sylvie est arrivée de Paris le même jour. Les retrouvailles ont été douloureuses et douces à la fois. Larmes de joie de nous revoir, larmes de culpabilité de leur part de ne pas avoir remarqué, mais larmes de soulagement d'être vivante, de pouvoir les serrer dans mes bras encore une fois. « Maman, comment n'avons-nous pas remarqué ?» a pleuré Sylvie, tenant mes mains à l'hôpital où j'ai été internée pour traitement de l'intoxication à l'arsenic. « Comment avons-nous laissé cela arriver ?»« Ce n'était pas votre faute, » ai-je répondu, sentant la vérité de ces mots. « Votre oncle a tout planifié dans les moindres détails. Il a trompé tout le monde. » Le médecin qui m'a soignée a expliqué la gravité de ce que j'avais subi. L'arsenic s'accumule dans l'organisme, Madame Madeleine. Les symptômes que vous présentiez, faiblesse, confusion mentale, problèmes digestifs, sont typiques d'un empoisonnement chronique. Vu le temps d'exposition, c'est presque un miracle que vous n'ayez pas subi de dommages permanents. Un miracle, oui. Cela est l'aide de bonnes personnes qui existent encore dans ce monde. Le procès d'André a été rapide, étant donné la quantité écrasante de preuves. Il a été condamné pour tentative d'homicide avec préméditation, escroquerie, faux et usage de faux et usage de documents falsifiés. 20 ans de prison, sans droit à l'aménagement de peine les premières années. Quand je suis sortie du tribunal après la sentence, une journaliste d'un journal local m'a abordée. « Madame Madeleine, comment vous sentez-vous sachant que votre frère va passer tant d'années en prison ?» Je me suis arrêtée un moment, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. « Je ressens de la tristesse, » ai-je répondu honnêtement. Non pas pour le temps qu'il va passer en prison, qu'il mérite, mais pour le choix qu'il a fait. Il a choisi la haine, l'envie, la cupidité, quand il aurait pu choisir l'amour. Il aurait pu revenir à la maison vers sa famille et trouver un abri, de l'affection, une vie digne. Au lieu de cela, il a choisi d'essayer de me tuer petit à petit. C'est là sa vraie sentence, devoir vivre avec ce choix. Ce qui s'est passé après a complètement changé le cours de ma vie, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le retour à la maison après le procès fut un moment étrange. Le domaine des Tilleuls, qui avait toujours été mon refuge, mon petit coin de paix, portait maintenant des ombres qui n'existaient pas auparavant. Chaque pièce semblait garder les souvenirs de ce qui s'était passé. La cuisine, où André préparait le café empoisonné, le salon où il avait falsifié ma signature sur des documents, le couloir où j'étais tombée et m'étais cassé le fémur. Je ne sais pas si j'arrive à continuer à vivre ici, mes enfants, ai-je avoué à Philippe et Sylvie pendant que nous prenions le thé sous la tonnelle. Thé que j'avais préparé moi-même de mes propres mains, et pourtant j'ai hésité avant de le boire. Ils se sont regardés, inquiets. « Nous pourrions vendre le domaine, maman, » a suggéré Philippe. « Vous pourriez venir vivre avec moi au Canada ou avec Sylvie à Paris. » Mais quelque chose en moi s'est rebellé contre cette idée. Vendre le domaine, quitter l'endroit que Jacques et moi avions construit avec tant d'amour, tant de travail. Ce serait comme permettre à André de gagner, même en étant derrière les barreaux. Non, ai-je décidé à ce moment-là. Je ne vais pas fuir. J'ai juste besoin d'un peu de temps. C'est ainsi que nous avons loué une petite maison simple au village. Quelque chose de temporaire, pensais-je, jusqu'à ce que les blessures commencent à cicatriser, jusqu'à ce que le domaine puisse redevenir un foyer et non un souvenir de trahison. Philippe a pris un congé de 6 mois de son travail au Canada. Il a décidé de rester avec moi, apprenant l'administration du domaine, le bétail, la production de fromage. « J'ai besoin de comprendre ce qui signifiait tant pour vous et papa, » a-t-il dit. Et pendant ces mois, j'ai vu mon fils citadin, professeur d'université, se reconnecter avec ses racines, avec la terre, avec le travail qui avait créé notre famille. Sylvie, qui travaillait comme médecin à Paris,
a réorganisé sa vie pour me rendre visite plus fréquemment. Elle a insisté pour faire des examens complets, pour chercher les meilleurs spécialistes, pour traiter les séquelles de l'empoisonnement. Nous n'avons peut-être pas remarqué ce qu'oncle André faisait, maman, mais maintenant nous allons nous occuper de vous, comme vous le méritez. Si cette histoire vous touche le cœur et que vous pensez à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Votre simple geste de partage peut être le premier pas pour sauver la vie d'une personne âgée qui souffre peut-être en silence, comme j'ai souffert. La récupération physique fut lente. L'arsenic et les autres poisons qu'André avait utilisés pendant près de 2 ans avaient tout laissé des traces. J'ai perdu des cheveux, j'avais des douleurs articulaires, des problèmes digestifs, une faiblesse musculaire. Même avec le meilleur traitement médical, certaines séquelles seraient permanentes. Mais d'une certaine manière, la récupération émotionnelle fut encore plus difficile. Comment faire confiance à nouveau après quelque chose comme ça? Comment ne pas soupçonner chaque tasse de café, chaque comprimé, chaque personne qui s'approche en offrant de l'aide? C'est Camille, la jeune femme qui avait aidé à me sauver, qui a suggéré que je cherche une aide psychologique. Madame Madeleine, je connais une psychologue qui travaille spécialement avec les personnes âgées qui ont subi des traumatismes. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Vous n'avez pas besoin de porter cela toute seule. Au début, j'ai résisté. Les gens de ma génération n'ont pas été élevés pour ouvrir leur cœur à des étrangers. Nous devions être forts, ravaler nos larmes, aller de l'avant. Mais finalement, j'ai cédé, plus pour faire plaisir à mes enfants et à Camille, que par conviction que cela aiderait. J'avais complètement tort. Docteur. Moreau, une dame d'environ 60 ans, à la voix calme et au regard qui semblait voir à travers l'âme, est devenue une pièce fondamentale de ma guérison. Avec elle, j'ai pu exprimer non seulement la douleur de la trahison d'André, mais des deuils plus anciens, jamais vraiment traités. La perte de mes parents, la mort de Jacques, l'absence de mes enfants. Madame Madeleine, m'a-t-elle dit lors d'une des séances, ce qui vous est arrivé était terrible, mais cela ne définit pas qui vous êtes, et surtout, cela ne définit pas comment sera le reste de votre vie. Des mots simples, mais qui sont tombés comme un baume sur mon âme blessée. J'avais encore des choix. J'avais encore un chemin à parcourir, même à 74 ans. C'est pendant cette période de récupération et de réflexion que j'ai découvert d'autres histoires semblables à la mienne. Grâce au docteur Moreau, j'ai été invitée à un groupe de soutien pour personnes âgées, victimes de violences patrimoniales et familiales. Là, assise en cercle avec d'autres messieurs et dames, j'ai entendu des récits qui brisaient le cœur. Le fils qui avait vendu la maison de sa mère pendant qu'elle était hospitalisée. La nièce qui avait détourné toute la retraite de sa tante. L'aide-soignant qui isolait la personne âgée pour mieux la contrôler. Des histoires différentes en surface, mais avec le même thème central. La vulnérabilité de la personne âgée, la cupidité, la cruauté déguisée en soins. J'ai réalisé que mon histoire, aussi douloureuse qu'elle fut, n'était pas unique. Et plus important, j'ai réalisé que la partager pourrait aider d'autres à identifier des situations similaires avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé timidement, parlant seulement au groupe de soutien. Puis j'ai accepté une invitation à donner un témoignage dans une maison de retraite municipale. Ensuite, je suis allée dans une école parler aux adolescents du respect envers les aînés. Chaque fois que je racontais mon histoire, je sentais un poids quitter ma poitrine. Chaque fois que je voyais un regard de reconnaissance de quelqu'un qui pensait « cela m'arrive » ou « arrive à quelqu'un que j'aime », je sentais que toute cette douleur prenait un sens plus grand. Pendant ce temps, Philippe, qui aurait dû retourner au Canada après 6 mois, a décidé de demander un congé plus long de l'université. « Je pense rester, maman », m'a-t-il avoué en regardant le coucher de soleil sous la tonnelle de la maison du village. Au moins pour un temps, le travail au domaine me connecte à quelque chose qui me manquait sans que je le sache. Voir mon fils, docteur en économie, apprendre à traire les vaches, à faire du fromage, à négocier avec les acheteurs, m'a rempli d'une fierté que je ne peux décrire.
Jacques aurait été si heureux de voir cela. 1 an après le procès d'André, j'ai pris une décision. Il était temps de retourner au domaine des tilleuls. Je ne pouvais pas laisser la peur m'éloigner du foyer que j'avais construit, des terres que j'aimais. Le retour n'a pas été facile. J'ai dû faire des changements. J'ai redécoré la cuisine, déplacé des meubles, planté de nouvelles fleurs dans le jardin. J'avais besoin que le domaine paraisse nouveau, qu'il ne me rappelle pas à chaque instant les jours sombres que j'y avais vécus. La première nuit de retour, assise sous la tonnelle sous un ciel rempli d'étoiles, comme on ne peut en voir qu'à la campagne, j'ai senti une présence à mes côtés. Ce n'était rien de surnaturel, c'était juste le souvenir vivace de Jacques, comme s'il était là, approuvant ma décision de ne pas abandonner et de continuer. « Je suis de retour, mon vieux », ai-je murmuré dans l'obscurité. « Je suis de retour et je vais rester. » C'est à cette époque que mon histoire est arrivée aux oreilles d'une journaliste de la télévision locale. Elle voulait faire un reportage sur la violence contre les personnes âgées et m'a invité à témoigner. J'ai hésité. C'était une chose de parler à de petits groupes, une autre très différente d'exposer ma douleur à la télévision. « Vous n'êtes pas obligé d'accepter », a dit Philippe quand j'ai mentionné l'invitation. « Vous avez déjà traversé beaucoup d'épreuves. » Mais quelque chose en moi savait que c'était le bon chemin. Combien de personnes âgées pourraient s'identifier à ma situation? Combien de vies pourraient être sauvées si j'avais le courage d'exposer ma blessure une fois de plus? J'ai accepté. L'interview a été filmée au domaine même, sous la tonnelle où tant de fois je m'étais assise avec Jacques, où tant de décisions importantes avaient été prises au cours de la vie. J'ai tout raconté, sans ménager les détails. L'arrivée d'André, les premiers symptômes, la découverte de l'empoisonnement, les caméras, le procès. La journaliste, une jeune femme aux yeux gentils, m'a posé une question que je n'oublierai jamais. « Madame Madeleine, après tout cela, arrivez-vous à pardonner à votre frère ?» Je suis restée silencieuse quelques instants, réfléchissant. C'était une question que je me posais moi-même fréquemment pendant les nuits d'insomnie. Je ne sais pas si j'ai déjà réussi à pardonner complètement, ai-je répondu avec honnêteté. Je travaille encore là-dessus, mais je sais que le pardon, quand il viendra, sera plus pour me libérer que pour l'absoudre. Je porte encore beaucoup de rancœur, mais je ne veux pas que ce poids m'empêche de vivre ce qui me reste de vie avec joie et un sens. Le reportage a été diffusé une semaine plus tard et a eu un impact que personne n'attendait. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'étaient des gens de partout voulant partager leurs histoires, demander des conseils, chercher de l'aide. Personnes âgées, enfants inquiets pour leurs parents, petits-enfants soupçonnant des oncles et des soignants. J'ai réalisé que j'avais touché une plaie ouverte de la société. La violence contre les personnes âgées, qu'elles soient physiques, psychologiques, financières, ou comme dans mon cas toutes ensemble, est une épidémie silencieuse qui se produit à huis clos, souvent perpétrée par ceux qui devraient être protégés. C'est cette avalanche de témoignages qui m'a donné l'idée. Pendant une de mes consultations avec le docteur Moreau, j'ai partagé ce que je ressentais. Toutes ces personnes ont besoin d'aide, docteur, et je ne sais pas si je suis préparée à la leur offrir. Et qu'aimeriez-vous faire pour elles ? A-t-elle demandé dans sa manière caractéristique de me faire réfléchir. J'aimerais créer un endroit sûr où elles pourraient parler, être entendues, trouver des conseils, un endroit que j'aurais aimé qui existe quand j'ai commencé à me méfier d'André. Son sourire s'est épanoui, plein de fierté. Et pourquoi ne le créez-vous pas ? C'est ainsi qu'est née l'association Tilleuls d'Or. Elle a commencé petite, juste moi, Camille, qui avait maintenant fini ses études d'infirmière, Henri et Marguerite, réunis une fois par semaine dans le salon de ma maison au village. Bientôt nous avons réalisé que nous avions besoin de plus d'espace, plus de structure, plus de connaissances. Philippe, avec son expérience académique, nous a aidés à officialiser l'association, à chercher des partenariats, à développer une méthodologie d'accueil. Sylvie, avec ses contacts dans le milieu médical, a trouvé des bénévoles disposés à offrir des soins gratuits aux personnes âgées victimes de violences. En 6 mois, l'association Tilleuls d'Or ne tenait plus dans le salon de ma maison.
Nous avons loué un petit siège au centre du village, près de la place principale, pour qu'il soit accessible à tous. Nous avons mis une plaque discrète sur la porte. Association Tilleul d'Or, soutien et protection aux personnes âgées, et nous avons attendu. Nous n'avons pas eu besoin d'attendre longtemps. Bientôt l'espace était rempli de messieurs et dames, certains accompagnés par des familles inquiètes, d'autres venant seuls, en secret, craignant des représailles. Chaque histoire que nous entendions semblait plus douloureuse que la précédente. Le procureur de la République, Maître Dubois, a entendu parler de notre travail et s'est proposé de donner un soutien juridique. « Ce que vous faites est fondamental », a-t-il dit lors de sa première visite à l'association. La plupart de ces personnes âgées ne savent même pas quels sont leurs droits, encore moins comment les faire valoir. Avec le temps, nous avons élargi nos activités. En plus de l'accueil et de l'orientation juridique, nous avons commencé à offrir des ateliers de prévention, des conférences dans les écoles et les communautés, des groupes de soutien pour les soignants. Nous avons aussi créé une ligne téléphonique de dénonciation anonyme pour que toute personne puisse signaler des soupçons de maltraitance ou d'abus sur des personnes âgées. L'association grandissait, mais faisait face à des défis. Tout le monde ne voyait pas notre travail d'un bon œil. Ils encouragent les vieux à se méfier de leur propre famille. J'ai entendu un commerçant local commenter une fois. D'autres disaient que nous étions en train de créer des problèmes, de remuer un nid de guêpes, de détruire des familles. Mais pour chaque critique, nous recevions 10 remerciements. Pour chaque obstacle, des bénévoles apparaissaient, prêts à aider. Jeunes étudiants, professionnels retraités, femmes au foyer, des gens de tous âges et de tous milieux, unis par la cause de la protection des personnes âgées. Un des moments les plus marquants de ce voyage fut quand nous avons décidé d'utiliser une partie du domaine des tilleuls pour le travail de l'association. Philippe a eu l'idée pendant une de nos réunions. « Maman, cette zone près du ruisseau que nous n'utilisons pas pour le pâturage, et si nous construisions un centre de vie pour personnes âgées là-bas, un endroit où elles pourraient s'y passer la journée, faire des activités, recevoir des soins ?» L'idée était brillante. Le domaine, qui avait failli m'être volé par cupidité, se transformerait maintenant en un espace d'accueil et de protection pour d'autres personnes âgées. Quelle transformation plus puissante pourrait-il y avoir? Le projet du centre de vie Maître Jacques, baptisé ainsi en hommage à mon mari, a commencé modestement, une maison simple, une aire de loisirs, un potager communautaire, mais il s'est rapidement élargi. Nous avons obtenu des dons, le soutien de la mairie, des bénévoles enthousiastes. Nous avons inauguré le centre 2 ans après le procès d'André. Ce fut un jour de fête au domaine. Plus de 200 personnes sont venues, personnes âgées, familles, autorités locales, la presse. J'ai coupé le ruban avec les mains encore un peu tremblantes, séquelles de l'empoisonnement qui n'a jamais complètement disparu, mais le cœur plein d'une joie que je ne ressentais plus depuis longtemps. Simon Jacques était ici, ai-je dit pendant le bref discours que j'ai fait. Il serait fier de voir notre domaine servir la communauté, être un lieu de guérison et non de douleur, d'union et non de trahison. C'est le véritable héritage que nous voulons laisser. Le centre de vie est devenu un modèle pour d'autres initiatives dans la région. Des délégations de villes voisines venaient découvrir notre travail, comprendre notre méthodologie. Nous avons été invités à partager notre expérience dans des conférences, dans des universités, même à Paris, lors d'une audience publique sur les droits des personnes âgées. Ma vie, que je pensais toucher à sa fin quand j'ai découvert l'empoisonnement, a pris un nouveau sens, une nouvelle direction. À 76 ans, je me suis trouvée plus active que jamais, plus connectée à la communauté, plus épanouie. Je ne veux pas romantiser ce qui s'est passé. Le traumatisme a laissé des cicatrices profondes. J'ai encore des jours difficiles. J'ai encore des cauchemars. Je ressens encore des douleurs physiques résultant du poison qui a coulé dans mes veines si longtemps. Mais j'ai appris que même des expériences les plus douloureuses peuvent naître de belles choses si nous avons le courage de les transformer. Environ 3 ans après le procès, j'ai reçu une lettre de la prison. Elle venait d'André.
Je suis restée des jours à regarder cette enveloppe, incapable de l'ouvrir. Que pouvait-il vouloir dire après tout? Quelle excuse pouvait-il offrir pour avoir tenté de me tuer lentement, pour avoir tenté de voler tout ce que j'avais construit? Finalement, avec Philippe à mes côtés pour me donner de la force, j'ai ouvert la lettre. « Chère sœur », commençait-il, dans une écriture que j'ai à peine reconnue. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon, encore moins d'espérer qu'un jour tu me pardonnes. Ce que j'ai fait n'a pas d'excuse. Je veux juste que tu saches que tous les jours je me réveille avec le poids de mes actes, avec la honte d'avoir trahi ta confiance, ta bonté. Je n'attends pas de réponse. Je voulais juste que tu saches que, même si cela peut sembler impossible, je suis désolée. » J'ai fermé la lettre sans rien dire. Philippe a respecté mon silence. Dans les jours qui ont suivi, j'ai beaucoup pensé au pardon, à la rédemption, à la capacité humaine de changer. André était-il vraiment repentant ou ressentait-il simplement de l'auto-apitoiement d'avoir été pris? Je n'ai jamais répondu à cette lettre. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être pas. Le pardon, comme le docteur Moreau me le rappelle toujours, est un voyage, pas une destination. Et ce voyage est personnel, sans délai, sans règles. Ce que je sais avec certitude, c'est que je n'ai pas permis à la haine pour André de définir le reste de ma vie. Je ne lui ai pas donné ce pouvoir. Au lieu de cela, j'ai canalisé toute cette douleur vers quelque chose de constructif, quelque chose qui aide des dizaines d'autres personnes âgées tous les jours. Philippe a décidé de rester en France, définitivement. Il a demandé un transfert dans une université de la région, à quelques heures du domaine. Il a continué à administrer la propriété, mais maintenant avec un objectif différent, non seulement production et profit, mais durabilité et impact social. Une partie des revenus du domaine est maintenant destinée à l'entretien du centre de vie et de l'association Tilleul d'Or. Sylvie, même ne pouvant pas déménager définitivement près de moi, a réorganisé sa vie pour être plus présente. Elle a ouvert un cabinet au village où elle consulte une fois par semaine. Elle amène aussi des collègues médecins spécialistes pour réaliser des journées de santé au centre de vie. J'ai continué à vivre entre le domaine et la petite maison au village selon les besoins de l'association et de ma santé. Même avec l'âge avancé et les séquelles de l'empoisonnement, j'ai maintenu une routine active, conférences, groupes de soutien, visites au centre de vie. Comme je dis toujours, tant que Dieu me donnera des forces et une voix, je continuerai à parler pour ceux qui n'arrivent pas à se faire entendre. Lors d'une de ces conférences, dans une école du village voisin, une adolescente m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. N'avez-vous pas peur que tout recommence? De faire confiance aux gens après ce que votre frère a fait? C'était une question honnête, directe, comme seuls les jeunes savent les poser. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. J'ai peur, oui, ma fille. Ce serait mentir de dire que non. Mais j'ai appris quelque chose d'important. La peur ne peut pas nous empêcher de vivre, de faire confiance, d'aimer. Si j'avais permis que ce qu'André avait fait me transforme en une personne amère, méfiante de tout et de tous, il aurait réussi à me détruire, même en étant en prison. La vraie victoire, c'est de continuer à croire au bien, même après avoir expérimenté le mal. La jeune fille a souri, satisfaite de la réponse. Et j'ai réalisé que c'était vrai. Chaque fois que je fais confiance, chaque fois que je m'ouvre, chaque fois que je me permets d'être vulnérable à nouveau, je vainc le traumatisme un peu plus. Cette même année, l'association Tilleul d'Or a reçu un prix régional des droits de l'homme. Je suis allée à la cérémonie accompagnée de Philippe, Sylvie, Camille, Henri et Marguerite, les personnes qui ont sauvé ma vie et aidé à construire ce rêve. Quand ils ont appelé mon nom pour recevoir l'hommage, j'ai à peine réussi à monter sur scène, tant l'émotion était grande. « Ce prix n'est pas pour moi », ai-je dit au microphone, la voix tremblante. « Il est pour chaque personne âgée qui a trouvé le courage de dénoncer, de demander de l'aide. Il est pour chaque membre de famille qui a eu la sagesse de percevoir les signes d'abus et d'agir. Il est pour chaque professionnel et bénévole qui consacre son temps à cette cause si urgente et souvent invisible. » À la fin de la cérémonie,
une dame s'est approchée de moi. Elle devait avoir 80 ans, s'appuyait sur une canne, mais avait des yeux vifs, attentifs. « Madame Madeleine, » a-t-elle dit, tenant ma main entre les siennes, « je veux que vous sachiez que vous m'avez sauvé la vie. » Je l'ai regardée, confuse. Je ne la reconnaissais pas. Je ne me souvenais pas de l'avoir reçue à l'association. « J'ai vu votre interview à la télévision il y a 2 ans, » a-t-elle continué. « À l'époque, mon gendre contrôlait ma retraite, me laissait pratiquement sans rien, me menaçait si je le disais à ma fille. Après avoir entendu votre histoire, j'ai trouvé le courage de dénoncer. Aujourd'hui, je vis avec ma fille, qui a divorcé de lui, et nous reconstruisons nos vies. J'ai embrassé cette dame comme si c'était ma propre mère, les larmes coulant librement. C'est pour cela que toute cette douleur avait servi, pour que d'autres histoires puissent avoir des fins différentes de ce qui avait failli être la mienne. Le jour de mon 77e anniversaire, nous avons organisé un événement spécial au centre de vie. Ce n'était pas seulement une célébration de ma vie, mais un jalon des 4 années de la fondation de l'association Tilleul d'Or. Des gens de toute la région sont venus. Personnes âgées que nous aidions, leurs familles, bénévoles, autorités, amis. Au milieu des festivités, Philippe m'a appelé dans un coin plus tranquille. Il avait un paquet dans les mains, nerveux comme je le voyais rarement. « Maman, c'est un cadeau spécial, de la part de nous tous qui vous aimons et admirons votre force. » J'ai ouvert soigneusement. C'était un livre, à couverture rigide et finition élégante. Le titre, en lettres dorées, disait « Renaître à 70 ans, l'histoire de Madeleine Dubois et de l'association Tilleul d'Or. » Nous l'avons fait en secret, a expliqué Philippe, voyant ma surprise. Nous avons interviewé tous ceux qui ont fait partie de ce voyage, rassemblé des photos, des documents. C'est votre histoire, maman. L'histoire qui a sauvé des vies et continue à en sauver. J'ai feuilleté le livre avec des mains tremblantes, voyant ma vie racontée dans ces pages, depuis l'enfance à la campagne, le mariage avec Jacques, la construction du domaine, la tragédie de l'empoisonnement, jusqu'à la naissance et la croissance de l'association. C'était une histoire de douleur, oui, mais surtout une histoire de dépassement, de sens trouvé dans les cendres de la tragédie. Il va être distribué dans les bibliothèques, les écoles, les centres de santé, a continué Philippe, pour que votre message arrive encore plus loin. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je n'avais jamais imaginé que mon histoire, l'histoire d'une vieille vigneronne de Sancerre, puisse avoir cette portée, cet impact. Vous savez, mes chers, qui me regardez jusqu'ici, la vie a une façon étrange de nous surprendre. Quand nous pensons avoir atteint la fin, elle nous montre que ce n'est qu'un nouveau commencement. Quand nous pensons que l'obscurité va nous consumer, nous trouvons la lumière là où nous nous y attendons le moins. Ce que mon frère a fait était terrible, impardonnable. Mais ce qui est né de cette douleur, l'association, le centre de vie, les vies sauvées, les droits garantis, cela est plus grand que le crime, plus grand que le ressentiment, plus grand que le traumatisme. Aujourd'hui, en partageant mon histoire avec vous, je fais une demande. Regardez les personnes âgées autour de vous, vos parents, vos grands-parents, vos voisins, vos connaissances. Soyez attentifs aux changements de comportement, aux signes de confusion mentale soudaine, à l'isolement forcé, aux explications qui n'ont pas de sens pour des blessures ou des maladies. Les personnes âgées vulnérables sont des proies faciles pour les prédateurs, même ceux qui devraient les protéger, même ceux qui partagent le même sang. Mais elles n'ont pas besoin de l'être. Si nous restons vigilants, si nous refusons de regarder ailleurs, de croire à des excuses bidons, d'accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, 5 ans après ce jour fatidique, où j'ai eu des soupçons sur le goût étrange de mon café, l'association Tilleul d'Or a déjà aidé plus de 1000 personnes âgées. Certaines sont venues d'elles-mêmes, d'autres amenées par des familles inquiètes, d'autres encore dirigées par des médecins, des assistants sociaux ou même la police. Chaque cas est unique, chaque histoire de douleur mérite une attention spéciale, tout comme chaque chemin vers la guérison. Je me souviens clairement de Madame Dupont, une dame de 82 ans qui est arrivée tremblant de peur, accompagnée par une voisine.
le fils et la belle-fille avaient construit une petite chambre au fond de la maison, qui était la sienne, et l'y avaient pas pratiquement confinée, sans confort, avec une alimentation précaire. Pendant ce temps, il vivait dans la maison principale, profitant de tout ce qu'elle avait construit au cours de sa vie. Quand elle se plaignait, il menaçait de l'envoyer en maison de retraite. Avec notre orientation juridique, Madame Dupont a réussi à récupérer sa maison, ses droits, sa dignité. L'affaire n'a même pas eu besoin d'aller en procès. Une simple notification formelle de l'avocat qui travaille bénévolement avec nous a suffi pour que le fils et la belle-fille reculent. « Vous m'avez rendu la vie », m'a-t-elle dit des mois plus tard, vivant à nouveau dans sa maison, avec une aide soignante de confiance qu'elle avait elle-même choisie et payait avec sa retraite. J'avais déjà perdu l'espoir. Ou M. Martin, un veuf de 78 ans, professeur retraité. Le neveu, seul parent proche, avait sa procuration pour régler les affaires bureaucratiques, comme les paiements de factures et d'impôts. Nous avons découvert que le jeune homme avait vendu le seul appartement de son oncle, un bien immobilier qu'il avait acheté avec la sueur de décennies d'enseignement, et empoché l'argent. M. Martin ne l'a découvert que quand il a reçu la notification pour libérer le bien. En ces 5 années, j'ai tout vu. Des enfants qui retirent leurs parents âgés de la vie sociale pour mieux les contrôler. Des parents qui profitent de moments de fragilité, comme des hospitalisations, pour faire signer aux personnes âgées des documents qu'elles ne comprennent pas. Des soignants qui administrent des médicaments à des doses supérieures à celles prescrites pour maintenir les personnes âgées plus dociles, plus contrôlables. Et le pire, dans presque tous les cas, les agresseurs se présentent au monde comme des enfants dévoués, des neveux attentionnés, des soignants exemplaires. Toujours avec une excuse toute prête, toujours avec une explication pour les bleus, pour la perte de poids, pour la confusion mentale. C'est l'âge, disent-ils. C'est Alzheimer qui commence, justifie-t-il. Il a toujours été comme ça, mentent-ils. La même chose qu'André faisait avec moi. Si vous suivez cette histoire et que vous vous souciez de la protection des droits des personnes âgées, laissez un pouce bleu et un commentaire. Votre interaction aide à diffuser ce message important à ceux qui en ont le plus besoin. Le travail de l'association a aussi évolué avec le temps. Aujourd'hui, nous offrons une assistance médicale et psychologique gratuite. Nous avons une équipe juridique bénévole. Nous organisons des cours de formation pour soignants. Nous réalisons des visites à domicile de suivi. Nous administrons une maison de passage pour personnes âgées en situation de risque immédiat qui doivent être retirées de l'environnement d'abus pendant que des solutions permanentes sont trouvées. Le centre de vie au domaine s'est élargi. Maintenant, nous avons un plus grand potager thérapeutique, des ateliers d'artisanat, des cours de danse et de gymnastique adaptés. Une chorale formée uniquement de personnes âgées de plus de 70 ans. La joie que je vois sur ces visages marqués par le temps, quand ils chantent ensemble ou récoltent une courge qu'ils ont eux-mêmes plantée, n'a pas de prix. Le plus beau, c'est de voir comment les personnes âgées qui ont été aidées finissent par devenir bénévoles, aidant d'autres. Comme Madame Dupont, qui coordonne maintenant notre groupe de tricot et crochet, enseignant à d'autres dames non seulement l'art de l'artisanat, mais aussi l'art de recommencer. Ou M. Martin, qui donne maintenant des cours de français aux adultes et enfants défavorisés, retrouvant dans l'enseignement le sens qu'il avait presque perdu quand il s'est retrouvé sans toit. Chaque histoire de récupération est une victoire contre l'abus, contre l'indifférence, contre l'idée que les personnes âgées sont jetables, qu'elles peuvent être manipulées, exploitées, jetées quand elles ne servent plus aux intérêts d'autres. Philippe s'est marié il y a 2 ans. Il a amené sa femme, une professeure d'université canadienne qu'il a rencontrée pendant le doctorat, vivre au domaine. Son amour pour la propriété, pour le travail que nous faisons, ne fait que confirmer qu'il a bien choisi. Ils attendent leur premier enfant, qui doit naître dans 3 mois. Je vais être arrière-grand-mère, quelque chose que je n'avais jamais imaginé vivre pour voir. Sylvie continue son travail à Paris, mais a élargi son cabinet pour créer un département spécifique de gériatrie axé sur la santé globale de la personne âgée. Une fois par mois, elle vient avec une équipe complète, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,
pour soigner au centre de vie. Elle est aussi devenue une conférencière recherchée sur la santé des personnes âgées, mentionnant toujours mon histoire comme exemple de ce que des yeux cliniques bien formés peuvent détecter. Quant à moi, je continue à partager mon temps entre la maison du village et le domaine. Les séquelles physiques de l'empoisonnement persistent. Les tremblements dans les mains, les problèmes digestifs, une fatigue qui ne disparaît jamais complètement. Mais j'ai appris à vivre avec ces limitations, à ne pas permettre qu'elles me définissent ou m'empêchent de faire ce que j'ai besoin de faire. Quand je regarde en arrière, vers ces jours sombres où je me sentais confuse, faible, doutant de ma propre santé mentale, j'ai du mal à croire à la transformation qui s'est produite, non seulement dans ma vie personnelle, mais dans l'impact que mon histoire a eu sur la communauté, la région, le pays. Le livre que Philippe et Sylvie ont organisé, Renaître à 70 ans, en est à sa 3e édition. Il est utilisé dans les écoles de service social, dans les facultés de droit, dans les cours de gérontologie. Je reçois des lettres et des messages de gens de toute la France, inspirés par ce qu'ils ont lu, déterminés à protéger les personnes âgées dans leur propre communauté. L'année dernière, j'ai été invitée à témoigner lors d'une audience publique à l'Assemblée nationale sur le durcissement des lois de protection des personnes âgées. J'ai parlé pendant près d'1 heure, sans papier, seulement avec le cœur, de l'invisibilité de l'abus contre les personnes âgées, de comment nous avons besoin de lois plus dures, mais surtout d'une surveillance plus efficace, de conscientisation, d'éducation. Ce qui m'est arrivé n'est pas une exception, ai-je dit à ces députés et sénateurs. C'est la règle. La différence, c'est que j'ai eu de l'aide, j'ai eu des gens qui ont cru en moi, j'ai eu des ressources pour me battre. La plupart des personnes âgées maltraitées n'ont rien de tout cela. Elles meurent seules, en silence, avec leur dignité volée en même temps que leurs biens. Mon témoignage, avec celui d'autres experts et victimes, a abouti à l'adoption du projet de loi qui est devenu connu sous le nom de loi Tilleul d'Or, qui augmente les peines pour crimes contre les personnes âgées et crée des mécanismes plus efficaces de protection et de surveillance. Cependant, je sais qu'aucune loi à elle seule ne résout le problème. Le vrai changement doit se produire dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque communauté. Nous devons changer la façon dont notre société voit et traite ces personnes âgées, non pas comme des fardeaux à tolérer, non pas comme des obstacles à l'héritage, mais comme des êtres humains dignes de respect, de soins, d'amour. C'est pourquoi je continue à parler, même quand la voix faiblit, même quand le corps fait mal. Je parle dans les écoles pour que les enfants apprennent dès leur plus jeune âge la valeur de la sagesse des plus âgés. Je parle dans les églises pour rappeler qu'honorer père et mère n'est pas seulement un commandement, mais une obligation humaine. Je parle à la radio, dans les journaux, dans de petites réunions de quartier et dans de grandes conférences. La vieillesse n'est pas une maladie, dis-je toujours. C'est une conquête, et personne n'a le droit de transformer cette conquête en cauchemar. Pour le 10e anniversaire de la mort de Jacques, nous avons organisé une célébration spéciale au domaine, non seulement pour se souvenir de lui, mais pour célébrer tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons surmonté, tout ce que nous avons transformé. Plus de 500 personnes sont venues, familles, amis, personnes âgées aidées par l'association, bénévoles, autorités. À un moment de la célébration, Philippe m'a conduite vers un coin de la propriété que nous avions gardé intact. C'était un petit bois de tilleuls, certains plantés par mon grand-père, d'autres par mon père, d'autres encore par Jacques. Au centre, il y avait un nouveau tilleul, encore petit, fraîchement planté. « C'est le tilleul du renouveau, maman », a expliqué Philippe. Chaque personne âgée qui passe par le centre de vie est invitée à y mettre un peu d'eau, à l'aider à grandir. C'est un symbole de notre mission, nourrir de nouvelles possibilités, de nouvelles chances, même quand il semble qu'il soit déjà trop tard. J'ai regardé ce petit arbre, encore si jeune, et j'ai pensé à combien de tempêtes de la vie j'avais déjà affrontées. Combien de fois j'ai cru que j'allais me briser, et je ne me suis pas brisée. Combien de fois j'ai douté de voir un autre lever de soleil, et je l'ai vu.
Combien de fois j'ai pensé que c'était la fin, quand en réalité, ce n'était qu'un nouveau commencement. Et peut-être est-ce là ce que j'ai appris de plus précieux dans tout ce voyage. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour transformer la douleur en objectif. Il n'est jamais trop tard pour faire une différence dans la vie de quelqu'un. 3 ans après le procès, j'ai reçu la nouvelle qu'André avait fait un AVC en prison. Il était partiellement paralysé avec des difficultés d'élocution dépendant de soins constants. L'ironie ne m'a pas échappé. Lui qui m'avait presque tué lentement pour s'approprier mes biens, maintenant dépendait totalement d'étrangers pour réaliser les fonctions les plus basiques de la vie. Son avocat m'a contacté. Il y avait une demande pour qu'André accomplisse le reste de sa peine en assignation à résidence, vu son état de santé. Pour cela, ils avaient quand même besoin de quelqu'un qui se porte garant pour lui, qui offre un lieu de vie, des soins médicaux adéquats. Il n'avait personne, ne s'était jamais marié, n'avait pas eu d'enfant, avait dilapidé toutes ses amitiés au cours de sa vie. L'avocat ne me demandait pas explicitement d'accueillir André, ce serait trop absurde, même selon les critères les plus élastiques du pardon chrétien. Il m'informait simplement, espérant peut-être que j'ai quelques suggestions, quelques autres parents éloignés qui pourraient assumer cette responsabilité. Pendant des jours, cette information a tourné dans ma tête. André, qui avait empoisonné mon café pendant près de 2 ans, qui avait falsifié ma signature, qui avait froidement planifié ma mort pour récupérer le domaine, était maintenant incapable, seul, sans personne pour s'occuper de lui. Une partie de moi sentait que c'était justice poétique. Il récoltait exactement ce qu'il avait semé. Une autre partie, cependant, cette partie que ma mère avait cultivée avec tant de soin, qui m'avait enseigné la compassion même dans les circonstances les plus difficiles, s'inquiétait. J'ai consulté Philippe, Sylvie, le docteur Moreau. Tous ont été unanimes. Je n'avais aucune obligation morale ou légale d'aider André. Il avait fait des choix conscients, d'adulte, et maintenant, il faisait face aux conséquences. Personne ne me jugerait si j'ignorais simplement la situation. Mais vous ne comprenez pas, ai-je expliqué pendant un dîner en famille. Ce n'est pas pour lui que j'envisage d'aider, c'est pour moi, pour qui je suis, pour qui je veux être. C'est ainsi que, au grand choc de beaucoup au village, j'ai trouvé et payé une maison de retraite de qualité dans un village voisin pour qu'André puisse accomplir sa peine en assignation à résidence. Un endroit avec équipe médicale 24 heures sur 24, kinésithérapie, alimentation adéquate. Ce n'était pas luxueux, mais c'était digne, humain. « Vous êtes une sainte », a commenté la directrice de la maison de retraite quand elle a compris toute l'histoire. Après ce qu'il a fait, je ne suis pas une sainte, ai-je interrompu. Je suis simplement quelqu'un qui ne veut plus porter de haine. J'ai déjà perdu trop de temps de ma vie à cause de ce qu'il a fait. Je ne vais pas en perdre une minute de plus. Je n'ai jamais rendu visite à André dans la maison de retraite. Il y a des limites au pardon, et ma limite est celle-ci. Je peux garantir qu'il ait des soins dignes, mais je ne peux pas, ne veux pas, et ne dois pas me remettre en présence de quelqu'un qui a tenté de me détruire de façon si calculée et froide. Pardonner ne signifie pas permettre à l'agresseur de retourner à la position où il peut nous blesser à nouveau. Je reçois des rapports mensuels sur son état de santé. Je sais qu'il est bien soigné, qu'il reçoit des visites régulières d'un aumônier de la prison, qu'il participe comme il peut aux activités de la maison. S'il réfléchit sur ce qu'il a fait, s'il ressent des remords sincères, s'il comprend la gravité de ses actions, je ne peux le dire. Peut-être ne le saurai-je jamais, et c'est très bien ainsi. Ce que je sais, c'est que j'ai eu besoin de fermer ce chapitre de ma vie de façon à pouvoir continuer avec la paix dans le cœur. Pas pour lui, je le répète, pour moi. Cette expérience a aussi apporté des apprentissages précieux pour le travail de l'association. Nous avons compris que, bien que notre focus soit de protéger les personnes âgées de l'abus, nous devons aussi regarder l'autre côté de l'équation, les membres de famille et soignants qui souvent sont surchargés, stressés, non préparés aux demandes de s'occuper d'une personne âgée dépendante. Nous avons alors créé un programme de soutien spécifique pour les soignants,
Nous offrons des groupes de soutien émotionnel, formation pratique, congés programmés pour qu'ils puissent se reposer, orientation sur comment gérer des situations difficiles sans recourir à la violence ou à la négligence. La prévention, après tout, est toujours meilleure qu'une intervention après que l'abus a déjà eu lieu. Cette année, j'aurai 80 ans, un âge que je n'aurais peut-être jamais atteint si le plan d'André avait réussi. J'avoue qu'il y a des jours où le corps fait mal, où la fatigue est plus intense, où je me surprends à penser combien de temps il me reste encore. Mais ce ne sont pas des pensées tristes ou désespérées. Ce sont des réflexions sereines de quelqu'un qui a déjà beaucoup vécu, beaucoup vu et a encore beaucoup à partager. Philippe et sa femme ont eu une fille, mon arrière-petite-fille, qu'ils ont appelée Jacqueline, en hommage à ma mère. Quand je la prends dans mes bras, quand je vois ses petits yeux curieux me fixer, je sens que toute la souffrance que j'ai traversée a valu la peine. Si elle m'a amenée jusqu'ici, si elle m'a permis de la connaître. Qu'allez-vous lui raconter sur moi quand elle grandira? Ai-je demandé à Philippe un jour en regardant la petite dormir dans son berceau. Je vais lui dire que son arrière-grand-mère est la femme la plus forte que j'ai jamais connue, a-t-il répondu, les yeux embués. Que quand la vie a essayé de la briser, elle ne s'est pas seulement reconstruite, mais a aidé à reconstruire tant d'autres vies, qu'elle a transformé le poison en remède. Ces mots sont restés avec moi, résonnant dans mon cœur. Poison en remède. N'est-ce pas là, après tout, ce que nous cherchons tous à faire avec nos douleurs? Les transformer en quelque chose qui guérit, qui soulage, qui prévient plus de souffrance. Le domaine des tilleuls aujourd'hui est beaucoup plus qu'une propriété rurale. C'est un symbole de résistance, de renouveau, d'objectifs trouvés dans les cendres de la tragédie. Au centre du domaine, ce petit tilleul que Philippe m'avait montré il y a des années est maintenant bien plus grand, ses racines fermes dans la terre, ses branches s'étirant vers le ciel. Pendant l'époque de la floraison, quand il se couvre de fleurs, j'aime m'asseoir à son ombre et réfléchir sur le voyage qui m'a amené jusqu'ici. Je pense au café empoisonné, aux mains tremblantes, à la confusion mentale, à la peur de devenir folle. Je pense à Marguerite, à Henri, à Camille et aux caméras cachées. Je pense au capitaine Morin, aux gendarmes avec des larmes aux yeux, regardant les enregistrements qui prouvaient l'impensable. Un frère essayant de tuer sa propre sœur petit à petit pour voler son patrimoine. Je pense à tout cela non plus avec horreur ou peur, mais avec la sérénité de quelqu'un qui a survécu à la tempête et peut maintenant aider d'autres à trouver un abri. Chaque personne âgée qui arrive à l'association avec les yeux baissés, la dignité blessée, trouve en moi non seulement une défenseuse, mais quelqu'un qui comprend vraiment. « Vous êtes passé par là aussi ?» demande-t-il souvent, incrédule qu'une personne de ma force apparente et de ma clarté mentale ait pu être victime. « J'y suis passé », réponds-je toujours avec honnêteté. « Et si je suis ici aujourd'hui, vous pouvez l'être demain aussi. » Ensemble, nous allons trouver un chemin. C'est ce que je veux que vous reteniez de mon histoire. Que peu importe à quel point la nuit est sombre, l'aube vient toujours. Que peu importe vos années, 50, 60, 70, 80, il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour donner un nouveau sens à votre vie, pour transformer la souffrance en service. Si vous traversez quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu, ou connaissez quelqu'un dans cette situation, cherchez de l'aide. Ne vous isolez pas. Ne croyez pas quand on vous dit que c'est dans votre tête, que c'est l'âge, que c'est normal. L'abus n'est jamais normal, à n'importe quel âge, dans aucune circonstance. Et si vous êtes un membre de famille, un ami, un voisin, un professionnel de santé, soyez attentifs. Changement soudain de comportement, isolement forcé, signes physiques inexpliqués, altération patrimoniale suspecte, tout cela peut indiquer qu'une personne âgée est victime de violence. Ne regardez pas ailleurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Votre intervention peut sauver une vie. En tant que société, nous devons repenser profondément la valeur que nous donnons à la vieillesse.
dans une culture qui célèbre la jeunesse avant tout, qui traite le vieillissement comme un échec et non comme une conquête, les personnes âgées deviennent invisibles, jetables. Et ce qui est invisible peut être facilement manipulé, exploité, effacé. Quand nous avons fondé l'association Tilleul d'Or, notre devise était « Vieillir avec dignité est un droit ». Avec le temps, nous l'avons élargi à « Vieillir avec dignité est un droit ». Garantir cette dignité est le devoir de tous, parce que nous croyons vraiment que protéger les personnes âgées n'est pas seulement la responsabilité des autorités, mais de chaque citoyen. Mon histoire aurait pu se terminer il y a 5 ans, dans une chambre d'hôpital, victime d'empoisonnement à l'arsenic. Au lieu de cela, elle continue à se dérouler, touchant d'autres vies, inspirant des changements, sauvant des gens que je ne rencontrerai jamais personnellement. L'année dernière, une loi municipale inspirée de notre travail a été approuvée, exigeant que tous les professionnels de santé de la ville reçoivent une formation spécifique pour identifier les signes d'abus contre les personnes âgées. Elle fait déjà la différence. 3 cas ont été détectés et dirigés vers l'association dans le premier mois après la formation. Un jour, pendant une conférence dans une université, un jeune étudiant en médecine m'a demandé comment j'arrivais à continuer à raconter mon histoire, à revivre ce traumatisme tant de fois. N'était-ce pas douloureux? Ne rouvrait-il pas les blessures? C'est douloureux, oui, ai-je répondu avec sincérité. Chaque fois que je raconte, je revis un peu de cette horreur. Mais chaque fois que je raconte, l'horreur perd un peu de son pouvoir sur moi. Et le plus important, chaque fois que je raconte, il existe une chance que quelqu'un dans l'audience reconnaisse ce qui arrive à ses propres parents, grands-parents, voisins, patients. Il existe une chance qu'une vie soit sauvée, et cela vaut n'importe quelle douleur. Il y a 2 mois, nous avons inauguré un autre projet, une ligne téléphonique gratuite de dénonciations anonymes de maltraitance contre les personnes âgées. Elle fonctionne 24 heures sur 24, avec des bénévoles formés pour accueillir, orienter et diriger les dénonciations vers les autorités compétentes. Le premier mois, nous avons reçu plus de 100 appels. Un d'eux venait d'un garçon de 12 ans. Entre les sanglots, il a raconté que son grand-père était maintenu dans une chambre sombre, presque sans nourriture, pendant que sa tante et son mari occupaient le reste de la maison, qui était au grand-père. « Il pleure toutes les nuits ?» a dit le garçon. « Et personne ne fait rien. » Notre équipe a mobilisé les autorités immédiatement. La personne âgée a été secourue le jour même dans des conditions déplorables. Aujourd'hui, il est sous nos soins au centre de vie, récupérant non seulement le poids perdu, mais surtout la dignité volée. Quand il a su que c'était son propre petit-fils qui l'avait sauvé, il a pleuré comme un enfant. « Je pensais que personne ne s'en souciait plus, » a-t-il dit, tenant mes mains avec les siennes, noueuses et tremblantes. Je pensais que j'allais mourir seul dans cette chambre. C'est un enfant qui l'a sauvé. Un enfant qui a eu le courage de faire ce que beaucoup d'adultes ne font pas, de voir ce qui se passe, de s'en soucier, d'agir. Cela me donne de l'espoir pour l'avenir. Cela me fait croire que nous pouvons, oui, construire une société où vieillir ne soit pas synonyme de vulnérabilité et d'abandon. Je remercie de tout cœur chacun qui a suivi mon histoire jusqu'à la fin. Si vous connaissez quelqu'un en situation vulnérable ou avez été touché par ce récit, s'il vous plaît, partagez et aidez à diffuser ce message. Ensemble, nous pouvons protéger nos personnes âgées et transformer les tragédies en objectifs. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette mission vitale. Tant que j'aurai de la force dans la voix et de la clarté dans l'esprit, je continuerai à raconter mon histoire. Non seulement ce qu'André a tenté de me faire, mais surtout ce que nous avons réussi à construire après. L'association, le centre de vie, les vies transformées, les lois créées, les consciences éveillées. Parce que, au final, ce n'est pas l'histoire du poison qui importe. C'est l'histoire de l'antidote que nous avons créé à partir de lui. Je continue à vivre une partie du temps au domaine des tilleuls, dans cette même cuisine aux carreaux jaunes où tout a commencé. Le petit déjeuner continue à être un rituel important pour moi, mais maintenant pour des raisons complètement différentes.
Chaque tasse que je prépare de mes propres mains, sans peur, est une petite victoire quotidienne. Chaque gorgée, une célébration de la vie qui a failli m'être volée. Le tilleul qui a donné son nom au domaine, à l'association et maintenant à la loi qui protège les personnes âgées dans toute la région, continue à fleurir fidèlement chaque printemps. Ces fleurs, si vibrantes comme le soleil, me rappellent qu'après les saisons les plus arides, après les hivers les plus longs, vient toujours le printemps. Philippe et Sylvie m'ont demandé de penser à écrire mes mémoires complètes un jour. Votre histoire doit être enregistrée en détail, maman, insiste-t-il, pour inspirer les générations futures. Peut-être que j'écrirai, qui sait. Pour l'instant, je préfère vivre chaque jour pleinement, me consacrant à l'association, à mes proches, à la petite Jacqueline qui fait maintenant ses premiers pas, explorant le monde avec la curiosité et la force que j'espère avoir plantée dans l'ADN de ma famille. La vie est un cadeau précieux, mes chers, même si parfois elle vient emballée dans un papier rugueux, même si le nœud semble impossible à défaire. N'abandonnez pas, ne vous taisez pas, ne vous laissez pas empoisonner, ni littéralement, ni figurativement. Et souvenez-vous toujours, tant qu'il y aura un tilleul qui fleurit quelque part, il y aura espoir de renouveau, de reconstruction, de renaissance. Même quand il semble qu'il soit trop tard, même quand le monde dit que nous avons déjà assez vécu, même quand ils essaient de nous convaincre que nous n'avons plus de valeur, plus d'objectifs, plus rien à offrir. La vérité est que chaque lever de soleil est une nouvelle chance, peu importe combien de rides marquent notre visage, peu importe combien de cicatrices nous portons dans l'âme. Tant qu'il y a la vie, il y a possibilité. Ceci est mon histoire. Une histoire qui aurait pu se terminer dans une tasse de café empoisonnée, mais qui continue à être écrite tous les jours avec de l'encre d'espoir sur des pages d'objectifs et de sens. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous en soucier. Merci d'aider à construire un monde où vieillir avec dignité ne soit pas un privilège de quelques-uns, mais le droit de tous.